Société avec Nick Payne. Bonjour à tous, bienvenue à cette autre édition de Société à l'émission. Aujourd'hui, nous commentons l'actualité politique, bien sûr, avec les deux Frédéric dans quelques instants. Un peu plus tard à l'émission, nous revenons sur le mouvement, ce que certains appellent le mouvement racialiste actuel, c'est-à-dire le retour, le surgissement ou l'apparition dans le débat public de la notion de race. Nous allons essayer de faire l'historique du concept de race en contexte québécois. Est-ce que c'est un retour auquel on assiste actuellement ou est-ce que c'est plutôt une nouveauté importée des États-Unis d'Amérique? On en discute avec l'historien Éric Bédard un peu plus tard à l'émission. Et s'il nous reste du temps en fin d'émission, Patrick White, professeur, vient nous parler de cette incroyable décision du géant Facebook. Je vous le dis tout de suite, sinon on en reparlera la semaine prochaine, sur le territoire de l'Australie. Je comprends bien que c'est loin, là, mais numériquement, c'est la porte à côté aussi, de bloquer, de bannir les médias d'information traditionnels de sa plateforme. Est-ce que ça veut dire que Facebook devient essentiellement le lieu de partage de photos de chats et de vos repas en temps réel? Et qu'est-ce que ça veut dire? Bref, on discutera de ça avec Patrick White, j'espère, dans cette émission. Sinon, la semaine prochaine, je l'espère tout autant. Alors, allons tout de suite jaser d'actualité politique avec les deux Fred, Frédéric Bérard, chroniqueur au journal Métro. Bonjour. Bonjour, Nick. Et Frédéric Lapointe, fondateur de la Ligue d'action civique, ancien candidat dans Maurice Richard. Bonjour, Frédéric Lapointe. Bonjour. Commençons par la COVID. On ne fait pas ça souvent, cette émission. Il faut parler de cette affaire-là aussi. On est quand même en pandémie. Après tout, c'est pas anodin. Frédéric Lapointe, on a assisté cette semaine à une espèce de joute santé publique contre santé publique, Ottawa, qui, contrairement à Québec, dit ce n'est pas du tout le temps d'assouplir les règles, ce n'est pas le temps de faire relâche, de relâcher à l'approche de la semaine de relâche, justement. Et on voit en Ontario, là, aujourd'hui, 400 cas découlant de contact avec des variants, 400 cas de variants de la COVID. Les Ontariens, quant à eux, ont vu leur semaine de relâche annulée. Est-ce que François Legault et son gouvernement se trompent là-dessus? Ben, je pense que chaque gouvernement vit avec ses commettants. Au Québec, nous avons une population qui se conforme, quand même, mais qui est épuisée par toute cette situation. Et je pense que depuis le début, la ligne du gouvernement caquiste a été non pas de faire des sacrifices immenses pour éliminer le virus du territoire. On sait que cette chose est probablement fort difficile, mais de naviguer entre deux eaux, entre deux vents, éviter que le système de santé soit complètement débordé. On a vu d'ailleurs cette semaine là, une jeune actrice est décédée du report de ses opérations. Donc, essayer d'éviter d'engorger le système de santé, mais de l'autre côté, de permettre à l'économie de redémarrer et aux gens d'avoir la vie la plus normale possible, en particulier les enfants. Donc, c'est un choix politique différent. Au Québec, on se permet de vivre un peu plus dans le contexte de la pandémie. Mais est-ce qu'on est... Oui, parce que au début, vous avez dit, au Québec, les gens sont fatigués. On imagine qu'ils sont fatigués ailleurs aussi. Frédéric Bérard, on n'est pas les seuls à subir ce qu'on subit en ce moment. Est-ce que nous avons, au fond, une approche, une action qui convient davantage à la culture québécoise? Est-ce qu'il y a des questions de traits de caractère collectif qui entrent en ligne de compte ici? Parce qu'on est aussi les seuls en Amérique du Nord à faire l'objet d'un couvre-feu. Ça doit être notre petit côté latin. Mais le couvre-feu, qu'est-ce que c'est? On est plus dissipé, indiscipliné? C'est ça, tout est... C'est le paradoxe de ce que vient de dire Frédéric, en quelque sorte. Je suis d'accord avec ces postulats, mais avouons que c'est quand même franchement paradoxal, là. Frédéric vient de dire on a décidé de vivre un peu plus librement pendant la pandémie, avec un couvre-feu. C'est quand même assez particulier de vivre librement en étant obligé d'être à la maison à 8-9 heures le soir. Je sais pas. En fait, clairement, c'est qu'on essaie de faire plaisir à un, faire plaisir à l'autre.
on tergiverse et on connaît depuis le début aussi, et ça c'est peut-être un petit peu, comment je dirais, je vais dire l'évidence, mais les liens particuliers entre François Legault et ses amis en matière d'affaires, le volet très affairiste de la CAQ. Quand Vincent Guzzo nous a fait la crise du popcorn. Alors, on va y revenir, oui. Après la crise du bacon, on a maintenant celle du popcorn, mais... justement, Legault qui dit, on va te subventionner, mon très bon ami Vincent, t'inquiète pas. Clairement, on essaie de me faire croire que c'est pour autre chose que de faire plaisir à certains segments de la population ici et là. Mais attendez, là, trouvez-vous vraiment que, et je vous pose la question, naïvement, que le gouvernement de la CAQ fait montre dans sa gestion de la crise d'une proximité avec le monde des affaires plus forte ou que cette proximité se manifeste de façon plus forte ici qu'ailleurs au Canada? Avec le couvre-feu, notamment, c'est pas très bon pour la business, ça, si je peux emprunter ce terme. J'ai pas analysé l'ensemble des politiques dans les autres provinces. En fait, excusez-moi, on n'est pas une province ici, là, mais je veux dire des autres populations au Canada. Merci. Mais j'ai tiré ma leçon. Mais une fois qu'on a dit ça, par contre, rappelons-nous qu'on ouvre les salles de cinéma, mais on n'ouvre pas les salles de théâtre. On n'ouvre pas les salles de spectacle. Les salles de théâtre, c'est démontré, le taux de transmission est à peu près l'un des plus faibles à ce niveau-là. Donc pourquoi un cinéma n'est pas un théâtre? Legault a dit dans la même conférence, mon très bon ami Vincent, puis les enfants veulent aller voir des films. Ben oui, mais il y a des enfants qui aimeraient ça aller peut-être au théâtre aussi. Alors, vous le croyez quand il parle de son ami Vincent, mais vous le croyez moins quand il parle de ses lectures, c'est ça? Vous croyez moins à ses... Là, encore une fois, vous voyez, là, en parlant du cinéma, là, il nous a tous conviés à aller voir la déesse des mouches à feu, là, d'y aller en famille, là, de Geneviève Peterson. Pour ceux qui ne le savent pas, là, c'est l'histoire d'une ado de 15 ans qui fait de la coke. Je ne sais pas si c'est vraiment le film familial par excellence, mais toujours est-il que pour François Legault, c'est une excellente idée en fait, je recommence. Oui, mais les films québécois, souvent... de François Legault, oui. C'est toujours une excellente idée de lécher, disons-le franchement, dans le bon sens du poil, certains chroniqueurs de Québécois. Voilà. Les films québécois traitent souvent de sujets durs, hein, il faut le dire aussi, mais ce sera un sujet d'une autre émission. Mais Frédéric Lapointe, est-ce qu'on a cette allons-y, tiens, sur la question là, de la cohérence des mesures. On entend beaucoup ces critiques. Frédéric Bérard vient d'en formuler une. Pourquoi on ouvre les cinémas, pas le théâtre? Moi, ce que je comprends de tout ça, c'est que la cohérence est au niveau du risque d'attroupement, en somme. Quand on va au cinéma, généralement, c'est en bulle familiale et on ne sort pas prendre un verre au café à côté ou enfin, est-ce que ça peut être là la ligne de cohérence dans les mesures du gouvernement Legault? On craint moins les rassemblements au cinéma? Il faut poser la question au gouvernement. Là. Je ne voudrais pas m'improviser spécialiste de santé publique là, en improvisant en ondes. Mais je tente quand même deux explications. D'une part, les cinémas sont des lieux où la circulation des gens peut se faire plus facilement parce que ce sont des espaces plus vastes. C'est très grand. Plus vastes, c'est souvent très grand. Les théâtres, un peu moins. Par ailleurs, une prestation de film, il n'y a pas d'acteurs sur la scène, d'acteurs vivants, physiques. Et donc, peut-être que c'est un autre volet d'affaires. Mais encore une fois, je trace comme un citoyen qui observe la situation deux différentes. Mais c'est au gouvernement d'expliquer ses décisions. Et là, ce que je comprends, c'est qu'il commence à publier les avis de la santé publique. Et si j'ai bien lu, les avis de la santé publique semblent moins stricts que les décisions même du gouvernement. Alors, je ne sais pas si c'est arrangé avec le gars des vues, mais... On va y venir justement, là. Le gars des vues, c'est un beau choix de terme quand on parle de cinéma. Oui, tout à fait. Mais donc, Frédéric Bérard, allez-vous dans ce sens-là, vous aussi, malgré vos critiques, pensez-vous, tiens, par exemple, cette semaine, les gens des diverses associations sportives, clubs et autres, les gens du tennis, on dit pourquoi nous, on peut pas, on est à 60 pieds, enfin, je sais pas quelle distance l'un de l'autre, il y a un filet entre nous deux, entre les joueurs, il n'y a pas de risque. Encore là, est-ce que c'est pas parce que on craint que les gens ne se côtoient de trop près au vestiaire, par exemple, ou dans
encore une fois, la petite boisson par après, ou j'en sais rien, c'est peut-être un peu moins familial, c'est-à-dire que on appelle un ami souvent pour aller jouer au tennis. Je prends cet exemple-là, mais il y en aurait d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une cohérence là, malgré ce qu'on dit beaucoup? Ouais, peut-être. Comparativement au cinéma, là, toujours. Ouais, mais c'est quand même curieux que le cinéma ait été le grand élu après que François Legault je me répète là, mais nous étale lui-même ses grands liens d'amitié avec le plus grand le plus grand propriétaire de salles au Québec qui a pas la langue dans sa poche, tout ça pour dire, ce gouvernement n'aime pas se faire critiquer. Plus tu critiques fort, plus tu as une grande gueule, plus tu es puissant comme Guzzo, plus tu risques d'avoir ton anane versus le club de badminton de Mont-Saint-Hilaire, par exemple. Non, mais c'est parce que les sports extérieurs, je pense que là, déjà, on relaxe un peu, là. On relâche un peu les règles. Puis qu'on me comprenne bien, je veux dire, je comprends que les décisions sont difficiles. La seule affaire qui m'agace un petit peu, au-delà de l'aspect scientifique d'affaires qui est très souvent non démontré, Frédéric disait, je suis pas un spécialiste de santé publique, je peux pas vous le prouver. Le problème, c'est qu'on n'a pas vu d'écrit nulle part, on n'a pas vu de notes, on n'a pas vu d'explications. Pourquoi? Parce que le gouvernement refuse de rendre ces écrits-là publics. Donc, nécessairement, on n'est pas plus avancé. Et je ne suis pas certain qu'ils sont beaucoup plus à même de savoir ce qui est mieux ou moins bien que Frédéric, par exemple, qui est peut-être pas un expert. C'est comme l'impression qu'on navigue à vue de nez, ce qui est un peu normal pendant une pandémie, mais aussi on navigue surtout selon les espèces de, comment je dirais, les liens affairistes, les considérations plus partisanes, politiques pures, essentiellement. C'est-à-dire où on peut faire plaisir le plus possible à la population. Et puis voilà. Frédéric Lapointe, on parle depuis quelques instants là, de ces avis écrits de la santé publique qui ont été rendus publics justement hier matin tôt. On y découvrait un François Legault plus strict que M. Arruda. Souvent, on en mettait plus que le client en demandait. Ce sont des choix politiques légitimes par ailleurs. Là. Mais il y a quelque chose qui a semé la confusion cette semaine, les oppositions notamment, puis j'ai lu ça ailleurs. Le gouvernement, semble-t-il, niait l'existence de ces avis. Est-ce que c'est exact? Non, j'ai pas attrapé cette nouvelle. Mais bon, on peut imaginer qu'un gouvernement qui ne souhaite pas rendre public de tels avis vont c'est peut-être une avocasserie, là, ou ce qu'ils ont l'habitude de faire lorsqu'on fait des demandes d'accès à l'information. Ils demandent, vous voulez avoir accès à un document, donnez-nous le titre du document et le sujet. Et si on n'a pas la chance de tomber exactement sur le titre et le sujet, on se fait répondre, ce document n'existe pas. Alors qu'il y a un document qui représente 99% de ce dont on parle et qui, lui, existe. Alors, c'est le genre de choses qui se passent lorsqu'on fait des demandes d'accès à l'information à Québec. Alors, est-ce qu'ils ont joué sur ce truc-là pour éviter de rendre public trop rapidement des informations? Je ne saurais dire. Mais on essaiera de creuser cette question-là. Toujours est-il que, est-ce que c'était une bonne idée de les rendre publics? Est-ce qu'il y a un prix politique au bout du compte pour M. Legault, là, lorsqu'on apprend qu'il est plus sévère souvent que ce que lui recommandait le Dr Arruda, qui par ailleurs dit qu'il était évidemment parfaitement à l'aise, lui, avec les décisions de M. Legault? Oui, faut pas accorder une importance extrême à la transparence, je dirais, de l'ensemble des délibérations. Ces gens-là doivent être capables de prendre des décisions d'importance en dehors de, que je dirais, là, des crises de la foule. Des hauts et des A. Des hauts et des A. Mais il est important que on puisse, avant les élections générales, par exemple, se pencher sur ce que nos dirigeants ont fait au juste durant ces périodes de crise, et donc que ces informations soient publiées avec un certain délai. Moi, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Si on apprenait, par exemple, avant les élections, qu'en dépit des conseils de la santé publique, le gouvernement a pris des risques très importants en déconfinant rapidement et que des morts, pas 2-3, là, mais un grand nombre de décès s'en est suivi, on pourrait juger le gouvernement sévèrement. Et on devrait le juger sévèrement si ces informations sont gardées hors de l'œil du public avant les élections, mais que
on soit pas tous dans la salle où la délibération se tient, je pense que c'est une manière de permettre au gouvernement de prendre des décisions sereines. En terminant sur ce sujet, Frédéric Bérard, est-ce que l'enquête publique ou sous une forme ou une autre réclamée par les partis d'opposition sur la gestion de crise du gouvernement est une chose possible, envisageable? Pensez-vous qu'on va en arriver là? D'entrée de jeu, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Frédéric là, sur la question de la délibération. Là, c'est pas à l'ensemble de la population d'être dans cette même salle-là, mais en même temps, il y a des impératifs de transparence qui sont nécessaires, particulièrement avant la prochaine élection. Et donc, je reprendrai ce propos-là pour répondre à votre question, Nick, en répondant essentiellement un peu la même chose. C'est que peut-être que ce n'est pas le bon temps précisément, peut-être que c'est encore un peu prématuré pour faire une enquête du genre, mais de toute évidence, il devrait y en avoir une. Évidemment, les partis d'opposition le font pour des raisons essentiellement, disons-le, partisanes, ce qui est normal, ça fait partie de la game, comme on dit. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est qu'on puisse avoir une espèce de petit livre de recettes pour une éventuelle pandémie. Évidemment, on se la souhaite pas. On sait que la dernière qu'on avait eue, c'était il y a une centaine d'années, mais avec les réchauffements climatiques et les virus qui se libèrent actuellement. La mondialisation aussi, notamment dans le transport. Là. Exact. Et c'est très probable, de ce que j'ai compris de mes lectures, disons, scientifiques, entre guillemets. Je ne suis pas scientifique, mais j'ai lu des trucs scientifiques à cet effet-là, qui disaient que, de toute évidence, ça va arriver beaucoup plus rapidement que d'ici 100 ans. C'est peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 2 ans, dans 20 ans, peu importe. Mais au moins qu'on ait un livre de recettes à savoir comment on doit affronter une pandémie, chose qu'on ne pouvait avoir à ce moment-ci. Et moi, là-dessus, je ne blâme pas nos gouvernements, peu importe lesquels, en Occident notamment, sachant qu'ils ne pouvaient pas deviner la chose. Oui, certains disent qu'ils auraient pu anticiper un peu, mais c'est un autre problème, notamment sur notre capacité à produire des vaccins. Oui. Mais dites-moi, donc vous dites qu'on devrait tirer des leçons pour être mieux outillés la prochaine fois. Maintenant, pour revenir à la question, Frédéric Bérard, de l'enquête, normalement, dans notre système, les partis d'opposition devant un gouvernement majoritaire ne peuvent pas obtenir ce qu'ils demandent comme ça en claquant des doigts, sauf dans un contexte de fort appui populaire, si on veut. Sentez-vous que les Québécois sont derrière les partis d'opposition là-dessus, à tel point qu'on pourrait réussir à avoir une enquête qui nous permettrait de tirer des conclusions, sinon avant la prochaine élection, en tout cas avant la prochaine pandémie? Personnellement, j'ai de la difficulté à voir cet appui-là de la population. Peut-être que je lis mal, là, ce qui n'est pas impossible. Évidemment. J'ai plus l'impression que la population a de toute évidence, et là je vais servir une autre la palissade, là, mais juste hâte d'en finir avec cette pandémie puis pouvoir retourner à son quotidien. Est-ce qu'elle va avoir le goût d'une étude sur le post-mortem de la gestion de l'affaire après coup? Franchement, j'en doute. Mais dans tous les cas, au-delà de l'aspect partisan, puis je sais que malheureusement c'est probablement ce qui compte le plus ici là, pour nos amis politiciens, mais il devrait y avoir, je me répète, une étude indépendante qui puisse être effectuée pour qu'on puisse tirer des leçons puis qu'on laisse ça sur la table de chevet la prochaine fois puis qu'on arrête de prendre ça à la légère, comme ça a été le cas un peu au début, vous l'avez dit, avec le docteur Arruda, là, qui confondait d'ailleurs virus et bactéries quand il était au Maroc. La peur est pire que la bactérie elle-même, en tout cas, bref, du n'importe quoi. Mais tout ça pour dire que si on avait quelque chose de solide pour la prochaine fois, au-delà des récriminations, puis le gars aurait pas dû faire ci, puis blablabla, ça, à la limite, on s'en fout un peu de la personnification, si je peux dire, des acteurs ici ne m'intéresse pas beaucoup. Mais par exemple, juste en matière des CHSLD, puis je termine là-dessus, mais qu'est-ce qui explique une catastrophe comme celle-là? Comment on peut éviter ça la prochaine fois? D'entrée de jeu et non pas attendre un an là, que des vaccins débarquent. Faut reconnaître que ça a été beaucoup mieux pour ce qu'on appelle la deuxième vague maintenant. Alors, c'est au moins ça de prix. Changeons complètement de sujet. Un sujet qui nous a justement fait oublier la pandémie pendant par bref moment, c'est la cause de Mike Ward devant la Cour suprême. Je continue avec vous, Frédéric Bérard, parce que vous êtes l'avocat. D'abord, vous demandez où on en est techniquement là-dessus. Alors là, on a entendu un certain nombre de plaidoiries cette semaine. L'avocat Julius Gray, notamment, qui a parlé d'un droit à ne pas être offensé qui n'existe pas. Où est-ce qu'on est rendu là-dessus avant de commenter sur le fond, là? En fait, là, c'est ça. Il y a une audience en Cour suprême de cette affaire qui
dure depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, qui avait commencé, ça c'est important de le dire, devant le tribunal des droits de la personne au Québec, qui est une espèce de chambre, si je peux dire, de la Cour du Québec. Et pourquoi ça a débuté à ce moment-là et à cet endroit-là précisément, c'est important de bien le comprendre, parce que la Commission des droits de la personne a décidé de prendre fait et cause, en quelque sorte, pour Jérémy Gabriel. Ce que ça veut dire, c'est de dire, regarde, on va te fournir des avocats, on va plaider pour que toi, t'en fais pas. Et ça, c'est important parce que si ça n'était pas arrivé, est-ce que Jérémy Gabriel serait en Cour suprême aujourd'hui, compte tenu des honoraires en jeu et des montants qui peuvent être peut-être obtenus si tout va bien pour lui? Franchement, j'en doute. Et pourquoi il a pu donc utiliser les services en quelque sorte de la Commission des droits de la personne? C'est parce que on considère que les propos de Mike Ward sont ce qu'on appelle la diffamation discriminatoire. C'est-à-dire qu'on l'a discriminé sur la base d'un handicap, quelque chose qui est prohibé en vertu, notamment, de la Charte québécoise. C'est la notion de discrimination ici qui est nouvelle dans le débat, non? Autrefois, on aurait parlé de diffamation, d'atteinte à la réputation ou quelque chose du genre. Évidemment, la diffamation existe depuis très longtemps, mais vous avez raison de le dire, la diffamation discriminatoire, donc sur un motif prohibé. Là, ici, c'est l'handicap, mais ça aurait pu être le sexe, la religion, l'âge ou peu importe. Et ceci fait donc en sorte que là, ça devient compliqué tout ça pour la Cour suprême, parce que c'est pas juste un cas pur et simple de diffamation, c'est un cas de diffamation sur une question de discrimination. Et de l'autre côté, ce qui est encore plus complexe, c'est pas une question de liberté d'expression pure et simple, c'est une question de liberté d'expression dans le cadre d'un spectacle d'humour. À titre personnel, je la trouve pas drôle, moi, la blague de Mike Ward, je la trouve pas pertinente, je vois pas ce que ça apporte à notre société. C'est de l'acharnement sur un enfant qui est en situation de handicap, qui était par contre une personnalité publique. Ça aussi, ça vient compliquer l'affaire. Et là, la question que la Cour suprême a à se poser est la suivante, c'est est-ce que j'accorde ou non une espèce de régime particulier pour ce qu'on appelle la liberté d'expression artistique. Elle avait refusé ce concept-là il y a plusieurs années, peut-être 25 ans, dans l'affaire Aubry contre vice-versa. Et là, maintenant, aujourd'hui, on lui demande de reconsidérer ce concept-là. Et là, vous allez me dire, oui, mais pourquoi qu'il y aurait un régime particulier pour, par exemple, les humoristes ou les écrivains ou les scénaristes, peu importe? Moi, je répondrais à ça qu'il existe un régime particulier pour les journalistes déjà. La liberté de presse est protégée de manière un peu distincte et c'est une bonne chose, je pense, en démocratie. Donc ici, c'est un peu la même affaire. On veut aller chercher, évidemment, une plus grande marge de manœuvre pour les humoristes et compagnie, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas des limites à ce concept de liberté d'expression artistique et ce qui ne veut pas dire non plus que Mike Ward n'a pas franchi ces mêmes limites-là dans ce cas-ci. Mais toujours est-il que moi, je serais très déçu si que la Cour suprême donne raison à Ward ou Gabriel, ça franchement c'est une chose, mais si elle ne reconnaît pas ce concept-là, ça franchement je serais déçu, très déçu même en fait, parce que vous savez que la Cour suprême, Nick, ne rend pas des décisions aux 5 minutes, là, tu débarques pas là comme dans un dépanneur couche-tard. Donc, sa décision, on va l'entendre on va être obligé de la suivre pour un 5 ans, un 10 ans, peut-être une génération complète à ce moment-là. Et donc, compte tenu du fait qu'à titre personnel, je suis d'avis que la liberté d'expression perd du terrain de manière très inquiétante depuis plusieurs années, notamment chez les humoristes et autres artistes. Je pense que c'est le temps de mettre le pied à terre et clarifier la chose. Mais là, en 2 secondes, pour revenir et terminer le volet technique, là, actuellement, est-ce que c'est terminé? La Cour délibère? Qu'est-ce qui se passe au juste? Oui, exactement. Donc, ça, plaider en Cour suprême, c'est pas très long. Absolument, vous avez 20 minutes. Et puis, c'est un vrai 20 minutes, là. Et après ça, on vous tire la plug. Et les juges auront à déterminer de ce qu'il en est. Donc, ils délibèrent. Probablement qu'on pourra avoir une décision dans les 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, dans le pire des cas, parce qu'évidemment, ils ont plusieurs dossiers. Je m'attends à une décision partagée. Ça me semble assez clair qu'il va y avoir une dissidence assez forte. Il y a déjà 2 juges qui ont fait savoir à Maître Gray qu'ils déliraient total ou à peu près. Là, ils l'ont pratiquement... Oui. Alors, en anglais, c'est ce juge qui réagit en disant « Ah, come on! » en disant « Vous exagérez, franchement. » C'est très rare qu'on peut voir une affaire comme ça. C'est lorsque Maître Gray disait, à la limite, je paraphrase, mais il disait, à la limite, Mike Ward a accordé un traitement équitable et égal. Il a amené de l'égalité à M. Gabriel, puisqu'il l'a traité comme n'importe qui d'autre, sans égard à son âge ou son handicap dans ce cas-ci. Le juge Brown n'a pas apprécié cette allusion. Et rappelez-vous que le juge a utilisé cette ligne-là qui est la même que celle qu'on a plaidée au Danemark par rapport aux caricaturistes
de Mohamed. Hein? On disait, on leur accorde le droit à l'égalité, on ridiculise le prophète. Bon, là, il y a quand même je dirais, c'est quand même assez hasardeux là, comme ligne de plaidoirie. De toute évidence, il y a 2 juges qui ont refusé cette même ligne. L'autre étant la juge Martin qui a dit à Josué, écoutez, votre client a quand même émis le souhait de noyer un enfant de 13 ans. Là. Alors, pour le héros, on va repasser. Là. Mais justement, Frédéric Lapointe, est-ce qu'on marche pas un peu sur la tête? Là? Quoi qu'on pense, et Frédéric Bérard l'a dit, de la blague de Mike Ward, on peut la trouver d'extrême mauvais goût, on peut la trouver méchante, on peut la réprouver complètement, dire M. Ward devrait s'excuser, ou c'est une ordure, je n'irai plus voir son spectacle, qu'importe, j'en sais rien, écrire des textes, des livres, offrir des câlins, de l'amour à Jérémy Gabriel, mais est-ce que il n'y a pas quelque chose d'inquiétant dans la légèreté avec laquelle on passe de cette émotion pure à l'idée de condamner un citoyen, lui faire payer une somme importante d'argent ou le mettre en prison s'il ne veut pas payer, parce que c'était un humoriste dans un contexte précis, il faut le dire, c'est de l'humour ordurier, le fameux humour trash là, dont le principe même est de traverser la frontière du bon goût et de la décence et du bon sens autant que possible, ou en tout cas de jouer avec cette limite dans un contexte entre adultes consentants dans une salle de spectacle. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là de dangereux quand on s'aventure là? Très certainement, Jérémy Gabriel n'a pas consenti à ce que son image soit utilisée pour que quelqu'un puisse faire de l'argent en le ridiculisant là, ou en mettant en scène de la violence dont il serait l'objet. Et donc, non, il y a une vraie question il y a les intérêts de l'un, les intérêts de l'autre se confrontent et il ne m'appartient pas là, de dire qui a raison là-dedans. Mais je voulais dire que le second poursuive le premier pour justement diffamation, atteinte à sa réputation, j'en sais rien, traumatisme, je sais pas, mais dire voici, vous avez créé un précédent là qui s'inscrivant dans le cadre de la notion de liberté d'expression. C'est pas un peu dangereux quand même? Oui, il y a des limites à la liberté d'expression, puis je pense qu'il est raisonnable d'en débattre. Cela dit, très personnellement, moi, je m'inquiète là, de cette discussion qui se fonde sur des droits qui ont été octroyés pas il y a 500 ans avec toute une et que depuis on en a l'expérience, qu'on voit les effets et tout ça. Les chartes, c'est quelque chose de récent dans notre histoire. Et il y a des effets sociaux, il y a des effets culturels à tout ça qui n'ont pas nécessairement été pris en compte au moment où ça a été voté. Dans le cas qui nous occupe, oui, effectivement, si le jugement est à l'effet que on ne peut pas mettre en scène quelqu'un de connu pour tenir un propos qui relève de l'humour, de la caricature et tout ça, mais ça aura je veux dire, souvenez-vous lorsque les cyniques parlaient de Ginette Renault ou de Lise Payette, les cyniques, pas besoin de remonter aussi loin, là, je les ai pas fréquentés. Non, mais Rock et Belles Oreilles, oui, bien sûr. Rock et Belles Oreilles, le bye-bye. Alors, et c'est pas banal parce que l'humour, y compris l'humour méchant, c'est aussi une façon d'assimiler la réalité de l'autre. C'est aussi, et je suis pas devant la Cour suprême en train de plaider, mais c'est aussi une façon de vous seriez excellent. De ne pas invisibiliser. Donc c'est une façon parmi d'autres qu'une société utilise pour vivre avec ces différences. Et si vivre avec les différences, désormais, on décide en vertu du droit que ça ne se fait que d'une façon, oui, ça a un effet sur la société, ça a un effet sur la culture. Alors, on va méditer ces belles paroles. Merci beaucoup, les deux Fred. On vous reparle, j'espère, la semaine prochaine. Bon couvre-feu. Hein? Au plaisir. Allez, à bientôt. Profitons de la pandémie. Oui, c'est ça. Dans un instant...